11h23, 17 juin 1943, Stalag Luft 3, Sagan, en Basse-Silésie. Le flight lieutenant britannique Thomas Beaumont Carothers se tenait au bord d'un terrain de football improvisé, et il n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, en plein cœur d'un camp de prisonniers de guerre allemands, quelqu'un avait soigneusement délimité un terrain avec de la chaux. Les lignes étaient précises, les buts, bien que bricolés avec des restes de bois, étaient parfaitement alignés. Et le plus étonnant, un Hauptmann allemand, un capitaine, se tenait là, une trille au cou, étudiant un règlement et hochant la tête avec satisfaction. Carothers était là depuis 8 mois, 8 mois derrière des barbelés, 8 mois où chaque jour semblait une éternité, 8 mois où la seule distraction était de compter les jours jusqu'au prochain colis de la Croix-Rouge. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il avait été abattu en octobre 1942. Son Spitfire avait pris feu au-dessus de la Manche, durant une mission d'escorte. Il se souvenait de l'instant où les flammes avaient envahi le cockpit, de la décision désespérée de sauter, de la chute dans les airs, de l'impact des soldats allemands qu'il avait trouvés. Ils avaient été étonnamment courtois, lui avait donné de l'eau, soigné ses brûlures, l'avait conduit à un hôpital de campagne avant de le transférer au Stalag Luft 3. Le camp était immense. Des milliers d'aviateurs alliés, principalement britanniques et américains, vivaient dans des baraquements de bois, dormaient sur des paillasses dures, mangeaient des rations misérables, rêvaient de liberté. Certains tentaient de s'évader. La plupart échouaient, quelques-uns étaient abattus, mais la plupart acceptaient simplement leur destin et attendaient que la guerre se termine. La monotonie, c'était le pire. Jour après jour, la même routine, appel du matin. Petit déjeuner frugal, longues heures à ne rien faire, déjeuner, si on pouvait appeler ça comme ça, encore de l'attente, dîner, sommeil, et on recommençait. Certains hommes perdaient la raison, restaient assis, rigides, fixant le vide. D'autres devenaient irritables, se disputaient pour des broutilles. La captivité rongeait l'âme. Le Hauptmann Klaus Müller, commandant de la section britannique, avait fait quelque chose que personne n'avait prévu. Non seulement il avait autorisé les prisonniers à jouer au football, mais il avait organisé le tournoi lui-même, avait fourni du bois pour les buts, avait procuré de la chaux pour les marquages, avait même déniché un VRA ballon de football. Dieu sait où, dans une Allemagne qui avait besoin de chaque centimètre de cuir pour les bottes militaires. Tout avait commencé 3 semaines auparavant. Carothers se rappelait l'instant précis. Il était assis avec d'autres officiers dans la baraque misérable, quand le Hauptmann Müller était entré. Les hommes s'étaient immédiatement tus, s'attendant à une nouvelle inspection, peut-être une punition pour une infraction mineure. Au lieu de cela, Müller avait dit quelque chose d'inattendu. « Messieurs, avait-il dit dans un anglais étonnamment bon, j'ai une question. Qui d'entre vous joue au football ?» Les Britanniques s'étaient regardés, perplexes. Était-ce un piège, un test? Mais le visage de Müller ne trahissait aucune perfidie, seulement une curiosité sincère. Lentement, des mains s'étaient levées. Carothers aussi. Il avait joué pour l'équipe de son université, avant la guerre, avant une autre vie. « Bien, avait dit Müller. Alors, nous allons organiser un tournoi, de vrais matchs, de vraies règles. Je vais m'en charger. » Les prisonniers avaient cru qu'il plaisantait, mais Müller ne plaisantait pas. Dans les semaines qui suivirent, le camp s'était transformé. Des gardes allemands, habituellement sévères et distants, discutait soudain de tactiques de football avec les prisonniers. Un sergent âgé nommé Schmidt, qui avait été arbitre dans la ligue locale avant la guerre, avait proposé de diriger les matchs. Un jeune soldat, qui avait été charpentier, avait assemblé les buts, les vérifiant 2 fois pour s'assurer de leur stabilité, hochant la tête avec satisfaction. La transformation était étonnante.
Le sergent Schmidt passait des heures à marquer le terrain. Il mesurait tout avec précision, utilisait des cordes et des piquets pour s'assurer que les lignes étaient droites. Comme s'il avait un match de Ligue 1 devant lui et non un match improvisé dans un camp de prisonniers. Les prisonniers britanniques l'observaient avec un respect croissant. Cet homme prenait ça, eux sérieux, le charpentier, le caporal Hans Becker, avait seulement 22 ans, trop jeune pour se souvenir clairement d'une époque avant la guerre, mais assez vieux pour avoir appris un métier. Son père avait été charpentier. Lui avait tout appris, avant que son père ne meure à Stalingrad. Maintenant, Becker construisait des bus au lieu de cercueils, et il en était reconnaissant. Il travaillait avec un Swan qui surprenait les prisonniers, vérifiant chaque jointure, renforçant chaque angle. Quand un officier britannique lui demanda pourquoi il se donnait tant de mal, Becker avait simplement répondu « Quand on fait quelque chose, on le fait bien. C'est ce que mon père m'a appris. » Le Hauptmann Müller lui-même supervisait tout, mais pas en tant que surveillant, en tant qu'organisateur. Il parlait aux prisonniers, s'enquérait de leurs expériences, de leurs préférences, s'assurait que les équipes étaient équitablement réparties, que tous ceux qui voulaient jouer avaient une chance. Il traitait cela comme un VRA tournoi, pas comme une activité de prison. Maintenant, en ce matin de juin, Carothers se tenait là et observait deux équipes s'échauffer. D'un côté, les pilotes, principalement des hommes de la RAF comme lui. De l'autre, les troupes au sol, capturées à Dunkerque et dans les campagnes d'Afrique du Nord. Ennemis ordinaires en captivité, unis par la nationalité, séparés par le service. Mais aujourd'hui, ils n'étaient que des joueurs de football. Le Hauptmann Müller se tenait au milieu du terrain, la trille prête. Autour du terrain, des centaines de prisonniers s'étaient rassemblés et, surprise, des gardes allemands, pas pour surveiller. En tant que spectateurs, ils se tenaient décontractés. Certains fumaient, d'autres discutaient à voix basse. Quelques-uns portaient de même des drapeaux improvisés. Müller souffla dans la trille. Le ballon roula. Et pour un instant, Carothers oublia où il était. Le match était intense. Les pilotes jouaient avec la précision qu'on attendrait d'hommes habitués à la discipline militaire. Passes rapides, mouvements coordonnés. Mais les troupes au sol étaient plus dures, plus agressives, plus affamées. Ils jouaient comme des hommes qui n'avaient rien à perdre. Carothers observa le match avec une fascination croissante. Voici des hommes qui avaient vécu des mois en captivité, qui avaient perdu leur liberté, dont la dignité était souvent menacée. Et maintenant, ils jouaient, comme si rien d'autre n'existait. Chaque passe, chaque tir, chaque tacle était exécuté avec une intensité qui dépassait le simple sport. C'était une expression, c'était une rébellion contre la monotonie. C'était ça, la vie, dans un lieu d'attente. Un pilote du nom de Robertson, un Écossais aux cheveux roux et au tempérament de feu, driblait 3 défenseurs avec une agilité déconcertante. La foule rugissait, Allemands et Britanniques, unis dans l'excitation. Robertson arma son tir. Le ballon frôla la barre transversale. Robertson laissa échapper une bordée d'injures en gaélique, un flot de paroles que personne ne comprenait, mais dont tous saisissaient le sens. Frustration, passion, humanité. De l'autre côté du terrain de jeu, un sergent d'infanterie du nom de Wilkins organisait la défense. Il avait été capturé à Dunkerque et avait passé 3 longues années derrière les barbelés. 3 années qu'il avait marquées au fer rouge. Son visage était devenu plus émacié, ses yeux plus durs, mais là, sur ce terrain improvisé, il semblait rajeunir, presque heureux. Il criait des instructions, plaçait ses hommes, félicitait les bonnes actions. Il était redevenu un chef et non plus seulement un prisonnier. Le sergent Schmidt siffla une faute. Un joueur de l'équipe des pilotes avait taclé un peu trop rudement. Coup franc pour les fantassins.
Schmidt positionna le ballon lui-même, mesura la distance à grands pas, s'assura que le mur était correctement placé. Il prenait son rôle très au sérieux. Caruthers se tenait en défense. Il observait l'attaquant adverse, un grand gaillard du nom de Davis, originaire du pays de Galles, avec une cicatrice au-dessus de l'œil gauche. Davis lui fit un signe de tête. Caruthers acquiesça en retour. Ennemi sur le terrain. Camarade derrière les barbelés. Le ballon s'envola. Caruthers sauta. Coup de tête. Le ballon passa au-dessus de la ligne. Corner. Les spectateurs applaudirent. Allemands et Britanniques, fraternellement. C'était surréaliste. Ici, dans un camp où des hommes étaient enfermés, où la liberté était un rêve lointain, où chaque jour pouvait être une lutte pour la survie, ils jouaient au football, du vrai football, avec de vraies règles. Et les hommes qui les gardaient se joignaient aux acclamations. Après 45 minutes intenses, Schmidt siffla la mi-temps. Les joueurs étaient essoufflés, en sueur, mais hilars. Quelqu'un avait réussi à organiser un approvisionnement en eau. Un soldat allemand fit passer un seau. Un autre proposa sa propre gourde. Caruthers but. L'eau était fraîche, probablement puisée au puits que les Allemands avaient rendu accessible spécialement pour l'événement. Il jeta un coup d'œil au capitaine Müller, qui discutait avec Schmidt, prenant des notes dans un petit carnet. « Pourquoi ?» se demanda Caruthers. « Pourquoi Müller fait-il ça ?» Il eut la réponse plus tard, après le match. Les Fantassins avaient gagné 3-2, un but marqué à la dernière minute qui avait fait exploser de joie tout le camp. Les joueurs s'étaient serré la main, se tapant dans le dos, souriant comme des écoliers. Caruthers avait aidé Müller à ranger le matériel. Le capitaine l'avait regardé avec surprise, puis avait acquiescé, reconnaissant pour son aide. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda finalement Caruthers. « Pourquoi organisez-vous ça pour nous ?» Müller resta silencieux pendant un long moment, puis il répondit « Parce que vous êtes des hommes. Parce que la guerre ne signifie pas que nous devons perdre notre humanité. Parce que moi aussi, avant d'être soldat, je jouais au football. Parce que je sais ce que ça signifie de jouer un match et d'oublier tout le reste pendant un instant. » Il regarda en direction du terrain de jeu. Les prisonniers rangeaient leurs affaires, riant encore d'un but particulièrement spectaculaire ou d'une erreur grotesque. « Mon frère, » continua Müller, « a été fait prisonnier en Angleterre, dans un camp près de Liverpool. Il m'a écrit que les gardes britanniques les autorisaient à jouer au football, qu'ils étaient de même spectateurs, qu'un officier britannique avait dit que la guerre était assez terrible comme ça, sans qu'il soit nécessaire de priver les hommes de leur dignité. » Il fixa Caruthers droit dans les yeux. « Alors j'ai pensé que je devais peut-être faire la même chose. Peut-être que c'est comme ça qu'on reste humain, en se rappelant que de l'autre côté des barbelés, il n'y a que des hommes qui aiment le football, des hommes avec des familles, des hommes qui veulent rentrer chez eux. » Caruthers déglutit. Il était incapable de dire quoi que ce soit. Que pouvait-on dire? Le tournoi devint un élément essentiel de la vie du camp. Chaque samedi, il y avait des matchs, différentes équipes, pilotes contre fantassins, officiers contre sous-officiers. Une fois même, des Britanniques contre une équipe mixte de gardes allemands. Un match amical qui se termina dans le respect mutuel et avec étonnamment beaucoup de fair-play. Le sergent Schmidt devint un arbitre star. Il sifflait avec une autorité que même les joueurs les plus querelleurs respectaient. Ses décisions étaient justes, cohérentes, incorruptibles. Après chaque match, il discutait des décisions, expliquait sa logique, écoutait les contestations. Il traitait les prisonniers comme de vrais footballeurs et non comme des ennemis. Un autre soldat de garde, le caporal Werner Klein, qui avait été journaliste sportif avant la guerre, commença à tenir un tableau manuscrit de la Ligue. Il consignait les résultats, les buteurs, les cartons jaunes, même les statistiques. Il affichait le tableau sur le mur des baraquements, le mettant à jour après chaque match. Les prisonniers l'étudiaient religieusement, discutaient des tactiques, planifiaient des matchs de revanche. Les matchs devinrent plus qu'un simple divertissement.
Ils se transformèrent en symboles. Une preuve que même dans le chapitre le plus sombre de l'histoire humaine, même au milieu d'une guerre qui allait coûter la vie à des millions de personnes, des moments d'humanité pouvaient exister. Caruthers commença à remarquer des changements dans le camp. Des hommes qui étaient auparavant apathiques se mirent à s'entraîner, couraient autour du terrain de jeu, faisaient des étirements, discutaient des tactiques. Le tournoi leur donnait quelque chose à espérer. Une raison de se lever chaque matin, un but au-delà de la simple survie. Les gardes allemands le remarquèrent également. Le capitaine Müller rapporta plus tard dans ses journaux que les problèmes de discipline dans le camp avaient considérablement diminué. Moins de disputes entre les prisonniers, moins de tentatives de petits sabotages. Les hommes étaient occupés, avaient de l'espoir. Et cela faisait toute la différence. Un moment en particulier resta gravé dans la mémoire de Caruthers pour toujours. C'était un match en août, 2 mois après le premier. La chaleur était étouffante, les joueurs transpiraient abondamment après quelques minutes. Mais ils continuaient à jouer, animés par la fierté et la passion. À la 30e minute, 2 joueurs se heurtèrent de plein fouet. Un pilote britannique et un soldat allemand qui s'étaient portés volontaires pour participer à un match amical. Ils tombèrent tous les deux, restèrent tous les deux allongés. Un silence se fit. Puis, le sergent Schmidt bondit sur le terrain de jeu, siffla la fin du match, appela à l'aide. Le médecin de l'infirmerie allemande, le docteur Hartmann, arriva en quelques minutes. Il examina les 2 hommes. Le Britannique avait une entorse à la cheville. L'Allemand avait une coupure au front. Hartmann soigna les 2, avec la même application, la même méticulosité. Comme s'il s'agissait de ses propres patients, et non d'un ennemi et d'un camarade. Après ce soin improvisé, les 2 joueurs se sont serrés la main. L'Allemand s'est excusé dans un anglais hésitant. Le Britannique a fait un geste de la main, a souri, disant que ça faisait partie du jeu. Les spectateurs ont applaudi, pas parce qu'il y avait un vainqueur, mais pour le geste, pour l'humanité qui s'était révélée à cet instant précis. Cet événement a marqué un tournant. Après ce jour, de plus en plus de soldats allemands ont participé aux matchs amicaux, pas comme gardes, mais comme joueurs, comme des hommes qui aimaient le football. Les barrières ont commencé à tomber, pas complètement, jamais complètement. Les barbelés étaient toujours là, les miradors, les fusils. Mais sur le terrain de jeu existait quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand que la guerre. Caruthers se souvenait d'un moment particulier. Un jeune soldat britannique, à peine 19 ans, avait marqué son premier but. Il était tellement ému qu'il en pleurait. Il était juste là, immobile, les larmes coulant sur ses joues, incapable de parler. Son équipe l'avait entouré de ses bras. Et puis, de manière inattendue, le capitaine Müller s'était approché de lui, avait posé sa main sur son épaule, lui avait dit quelque chose doucement en allemand. Le jeune homme n'avait pas compris. Mais il avait hoché la tête. Il avait compris le geste. Plus tard, Caruthers apprit ce que Müller avait dit. C'était un beau but. Votre père serait fier. Le jeune homme n'avait plus de père. Il était mort pendant le Blitzkrieg. Mais Müller ne le savait pas. Il avait simplement dit ce qu'un père dirait, ce qu'un être humain dirait. Les matchs ont continué, semaine après semaine, mois après mois, même lorsque la situation de la guerre s'est aggravée. Lorsque des nouvelles des bombardements alliés sur les villes allemandes ont filtré, même lorsque l'ambiance dans le camp aurait pu devenir aigre, les matchs de football sont restés une constante, un point d'ancrage. En hiver, c'est devenu plus difficile. La neige recouvrait le terrain de jeu, les températures ont chuté, mais les hommes ont continué à jouer. Ils dégageaient la neige, marquaient les lignes avec de la cendre, jouaient en manteau et en gants, glissaient et tombaient, riant de l'absurdité de la situation. L'hiver 1943 fut particulièrement rude. Les températures sont descendues jusqu'à -15 degrés Celsius.
Les baraquements étaient mal chauffés. Les prisonniers dormaient sous de fines couvertures, grelottant chaque nuit. Beaucoup tombèrent malades. Certains moururent de pneumonie. C'était la période la plus sombre. Mais les matchs de football ont continué, tous les samedis. Peu importe le froid, les joueurs sortaient, tapèrent des pieds pour se réchauffer, expiraient des nuages dans l'air glacial. Le sergent Schmitt inspectait le terrain, vérifiait s'il était trop dangereux. Parfois, il disait non, la glace était trop épaisse, le risque de blessure trop grand, mais la plupart du temps, il donnait le feu vert. Les matchs d'hiver avaient leur propre magie. Le ballon rebondissait de manière imprévisible sur le sol gelé. Les joueurs glissaient, luttaient pour garder l'équilibre. Chaque duel était plus dangereux, chaque chute plus douloureuse. Mais personne ne se plaignait, c'était leur moment, leur évasion, leur rappel qu'ils étaient encore vivants. Le caporal Becker, le menuisier, avait construit un petit four à côté du terrain de jeu. Il ramassait des restes de bois, des déchets, tout ce qui pouvait brûler. Après chaque match, les hommes se rassemblaient autour. Allemands et Britanniques ensemble, se réchauffant les mains, séchant leurs vêtements, parlant du match, parfois dans un allemand et un anglais approximatif, parfois juste avec des gestes. Le capitaine Müller s'assurait qu'il y avait du thé chaud, prêt après chaque match d'hiver. Personne ne savait d'où il le sortait. Le rationnement était strict, mais le thé était là, toujours, dans des gobelets en fer blanc, fumant, noirs comme du charbon, mais chaud. Les hommes buvaient avec reconnaissance, laissant la chaleur se répandre dans leur corps. Un jour, en janvier 1944, il faisait tellement froid que le sifflet du sergent Schmitt a gelé sur ses lèvres. Il a dû interrompre le jeu, décoller le sifflet avec précaution, le réchauffer dans ses mains. Les joueurs ont ri. Schmitt aussi. C'était absurde, au milieu d'une guerre mondiale, dans un camp de prisonniers. Il jouait au football à des températures qui faisaient geler le métal. Mais il jouait quand même. Cet hiver-là, il s'est passé quelque chose de spécial. Un prisonnier britannique, un jeune caporal nommé Étienne Dubois, a reçu un colis de la Croix-Rouge. Il contenait du chocolat, des cigarettes, du savon, les choses habituelles, mais aussi une paire de nouvelles chaussures de football. Sa famille les avait envoyées. Sachant d'une manière ou d'une autre pour les matchs, voulant qu'ils soient correctement équipés, Étienne Dubois a pleuré en voyant les chaussures. Il a pleuré de gratitude, de nostalgie, de la prise de conscience que sa famille pensait à lui. Les autres prisonniers comprenaient. Chacun avait ses moments de faiblesse, de désir, de douleur. Mais Étienne Dubois n'a pas gardé les chaussures pour lui. Il a organisé un système de rotation. Chaque joueur pouvait les porter pendant une semaine, allemands et britanniques. Chacun a eu sa chance de jouer avec de vraies chaussures de football, et non avec des bottes usées ou des chaussures improvisées. C'était un petit geste, mais il signifiait tout. Le capitaine Müller l'a appris, il n'a rien dit. Mais lors du match suivant, il s'est tenu au bord du terrain, a observé un soldat allemand qui portait les chaussures d'Étienne Dubois et a légèrement hoché la tête. Il comprenait, il respectait. Carothers a commencé à tenir un journal. Il écrivait sur les jeux, sur les résultats, mais surtout sur les gens, sur le sergent Schmitt, qui parlait aux deux équipes après chaque match, donnait des conseils, corrigeait la technique sur le caporal Klein, qui tenait des statistiques avec le soin d'un reporter professionnel, sur le capitaine Müller, qui regardait chaque match, parfois souriait, parfois était sérieux, mais était toujours présent. Il écrivait sur les gardes allemands qui venaient en spectateurs, qui encourageaient, qui applaudissaient, qui montraient leur humanité, même lorsque la machine de propagande leur disait que les Britanniques étaient des ennemis. Et il écrivait sur ses compagnons de captivité, sur des hommes qui avaient tout perdu, qui étaient séparés de leur famille, de leur patrie, de leur liberté, mais qui pouvaient trouver des moments de joie sur ce terrain de football improvisé. En mai 1944, près d'un an après le premier match,
quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le Comité international de la Croix-Rouge a visité le camp. Ils ont inspecté les conditions, interviewé des prisonniers, tout documenté. L'un des inspecteurs, un Suisse nommé Monsieur Zimmermann, a vu le terrain de jeu. Il a vu les lignes soigneusement tracées, les buts solides, le tableau de la Ligue écrit à la main sur le mur. « Qui a organisé ça » demanda-t-il à Carothers. « Les Allemands » répondit Carothers. « Notre commandant. Il pensait que nous avions besoin de quelque chose pour nous maintenir humains. » Zimmermann hocha la tête lentement, prit des notes. Plus tard, il discuta avec le capitaine Müller. Carothers observa la conversation de loin. Il ne pouvait pas entendre les mots, mais il vit Zimmermann hocher la tête. Il vit Müller expliquer, gesticuler vers le terrain. Dans le rapport qui fut publié ultérieurement, Zimmermann écrivit « Au Stalag Luft 3, j'ai été témoin de quelque chose de remarquablement rare. Des officiers allemands qui non seulement traitent leurs prisonniers avec humanité, mais qui s'efforcent activement de préserver leur dignité. Le programme de football organisé n'est pas qu'un simple divertissement. C'est une démonstration que même en temps de guerre, la civilisation peut exister. » Le rapport fit la une des journaux internationaux. Certains y virent de la propagande, d'autres la preuve que tous les Allemands n'étaient pas des barbares. La vérité était plus complexe. C'était les deux à la fois, et aucun des deux. C'était simplement des hommes qui essayaient de rester humains dans une situation inhumaine. Le dernier match eut lieu le 17 janvier 1945. L'armée rouge avançait. Le camp allait être évacué. Les prisonniers seraient forcés de marcher des centaines de kilomètres vers l'ouest, à travers un froid glacial, une marche de la mort, pour beaucoup. Mais ce dernier jour, ils organisèrent un tournoi final. Des gardes allemands contre des prisonniers britanniques, un vrai match, avec de vraies règles. Le sergent Schmidt comme arbitre. Le match était émouvant. Les deux équipes jouèrent dur, mais loyalement. Tout le monde savait que c'était la fin de quelque chose de spécial, la fin d'un moment d'humanité, dans une guerre inhumaine. Il se termina sur un match nul, 2-2. Personne ne gagna, personne ne perdit. Peut-être était-ce approprié. Après le coup de sifflet final, les joueurs se retrouvèrent ensemble au milieu du terrain, Allemands et Britanniques, ennemis sur le papier, humains dans la réalité. Ils se serrèrent la main. Certains s'embrassèrent. Le capitaine Müller dit quelque chose que Carothers n'oublierait jamais. Cette guerre prendra fin, et quand elle prendra fin, nous rentrerons tous chez nous. Certains d'entre nous survivront, d'autres non. Mais j'espère que vous vous souviendrez, pas de moi, mais du fait qu'ici, pendant un bref instant, nous avons prouvé que l'inimitié n'est pas absolue, que l'humanité peut être plus forte que la guerre, qu'un simple match de foot peut nous rappeler à tous que nous avons plus de choses en commun que ce qui nous sépare. L'évacuation commença le lendemain matin. Des milliers de prisonniers marchèrent à travers la neige et la glace. Beaucoup moururent. Carothers survécut, mais de justesse. Le capitaine Müller disparut dans la confusion de la fin de la guerre. Carothers entendit des rumeurs selon lesquelles il était tombé lors de la défense de Berlin, mais ne put jamais le confirmer. Le sergent Schmidt survécut. Après la guerre, il redevint arbitre, cette fois dans la nouvelle Ligue 1. Il ne parla jamais publiquement de son séjour au Stalag Luft 3, mais dans des moments privés, autour d'une bière après un match, il racontait parfois des histoires de prisonniers britanniques jouant au football, des histoires d'humanité au milieu des ténèbres. Le caporal Klein devint journaliste, comme il l'avait été avant la guerre. Il écrivait sur le sport, sur le football, et parfois, dans ses chroniques, il mentionnait comment le sport peut construire des ponts, comment un simple jeu peut unir des personnes qui seraient autrement des ennemis. Carothers retourna en Angleterre. Il se maria, eut des enfants,
vécu une vie normale. Mais chaque samedi, quand il regardait le football à la télévision, il se souvenait. Il se souvenait d'un terrain improvisé, derrière des barbelés, de gardes allemands, qui encourageaient comme des spectateurs, d'un capitaine, qui croyait que l'humanité était plus forte que la guerre. Il écrivit ses souvenirs, les publia en 1978 dans un petit livre intitulé « Football derrière les barbelés ». Le livre ne se vendit pas bien. Le monde était fatigué des histoires de guerre. Mais ceux qui le lurent comprirent. Un critique écrivit « Ce n'est pas une histoire de guerre, c'est une histoire d'humanité. » D'hommes qui ont réalisé que même les ennemis sont des êtres humains, d'un officier allemand qui a décidé que la dignité était plus importante que la haine, du football comme métaphore de tout ce qui peut être bon en nous. Caruthers mourut en 1994, à l'âge de 73 ans. À ses funérailles, son fils parla de lui, de la guerre, de la captivité, mais surtout des matchs de football. Mon père disait souvent que la pire période de sa vie était aussi la plus importante, parce que c'est là qu'il a appris que l'inimitié est un choix, que l'humanité est un choix, et que parfois, dans les moments les plus sombres, les actes les plus simples, un match de foot, un coup de sifflet, un verre d'eau, peuvent avoir les plus grands effets. Le terrain de football du Stalag Luft 3 n'existe plus. Le camp fut démantelé après la guerre, les baraquements brûlés, les barbelés enlevés. Mais le souvenir demeure, le souvenir d'hommes, allemands et britanniques, qui, pendant de courts instants, oublièrent leur inimitié et jouèrent simplement au football. Il y a une note de bas de page dans l'histoire. En l'an 2000, 55 ans après la fin de la guerre, un groupe d'anciens prisonniers retourna à Sagan. Maintenant, Jagagne en Pologne. Ils se tinrent sur le site de l'ancien camp. Il n'y avait plus rien. Juste des champs vides, mais ils se souvenaient, l'un d'eux, un vieil homme qui y avait été adolescent, apporta un ballon de foot. Il le posa sur le sol, exactement là où le terrain avait été. Ne dit rien, n'avait rien à dire. Les autres comprirent, se tinrent silencieux, se souvenant d'une époque où un simple jeu donnait de l'espoir, où des ennemis se voyaient comme des êtres humains, où l'humanité était plus forte que les barbelés. Et peut-être, à cet instant, sur ce champ vide en Pologne, l'esprit du capitaine Müller, du sergent Schmidt, du caporal Klein, de tous les hommes qui avaient participé à ces matchs, était présent. Un esprit de réconciliation, un esprit d'espoir, un esprit qui murmurait « Voyez ce qui est possible si nous choisissons d'être humains. » C'est l'histoire, pas héroïque, pas dramatique, simplement humaine, une histoire de football, de guerre, du choix. D'allumer une lumière dans l'obscurité, une histoire qui nous rappelle que même dans le pire des conflits, des moments de grâce peuvent exister, que même entre ennemis, le respect peut grandir, et que parfois, il suffit d'un ballon, d'un terrain, et de la volonté de se voir les uns les autres, comme des êtres humains. Les prisonniers de guerre britanniques furent touchés par le football organisé par les Allemands. Non pas parce que c'était un grand jeu, mais parce que c'était un acte d'humanité. Une preuve que même dans les moments les plus sombres, le meilleur de nous peut survivre. Et ça, peut-être, est la leçon la plus importante. Il ne s'agit pas seulement des Allemands ou des Britanniques. Il s'agit de nous tous, des décisions que nous prenons, de l'humanité, que nous choisissons de préserver ou de perdre. Il s'agit du pouvoir d'un simple jeu, de construire des ponts, là où des murs devraient s'élever. Voilà ce que ces hommes nous ont enseigné, sur un terrain de jeu improvisé, derrière des barbelés, au cœur d'une guerre mondiale. Ils nous ont enseigné que l'humanité est toujours un choix et que ce choix compte toujours.
Vraiment